Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h32, bonjour la France. Nous sommes là pour vous avec toute l'équipe et Mathilde Terrier. Ce week-end, c'était le congrès annuel des alcooliques anonymes à Toulouse. C'est une maladie qui fait encore en France malheureusement trop de victimes. Chaque année, 55 000 personnes meurent des conséquences de l'alcool, qui vont de l'accident de la route à l'hépatite ou encore au cancer du foie. Et vous, Mathilde, vous vouliez nous parler d'un témoignage qui vous a particulièrement marqué. C'est celui d'une mère qui, pendant 7 ans, s'est battue pour sortir son fils de l'alcoolisme. Oui, elle s'appelle Anaïs Dario. Voilà le livre. Le livre sort mercredi aux éditions Pygmalion. Il s'appelle Nathanaël, c'est le prénom de son fils unique. Je vous préviens, ce livre, il n'est pas facile. On passe vraiment par tous les stades, on est souvent brassé. On est vraiment dans l'intimité de cette mère, de son fils, de sa maladie. C'est sa chambre surtout dont elle parle énormément, quoi. Oui, il n'y a pas que la chambre, mais en fait, on se rend bien compte de l'enfer qu'est l'alcoolisme, des ravages que cette maladie fait tout autour, que ça soit sur ce fils, sur cette mère et sur toute la famille autour, sur la vie sociale. Anaïs a écrit ce livre en 2005 pour essayer de comprendre pourquoi elle n'avait pas vu sombrer son fils dans l'alcool. Je l'ai rencontrée chez elle pour qu'elle m'explique comment tout cela avait démarré. Nathanaël est son fils unique. Ses parents ont divorcé quand il avait 12 ans. C'est un adolescent plutôt doux, fragile, assez solitaire aussi. Et la première fois que sa mère le voit sous, c'est quand il a 19 ans. En pleine nuit, il rentre dans sa chambre. Une scène très choquante pour elle, qu'elle interprète aujourd'hui avec le recul comme un appel à l'aide. Il est rentré dans ma chambre comme s'il s'était trompé de chambre, ce qui est parfaitement impossible parce qu'il savait très bien où était sa chambre, mais je pense que c'était un acte manqué de sa part. Il a bredouillé et puis il était chancelant. Moi je pense que je l'ai rabroué en lui disant « mais éteins, qu'est-ce que tu fais ? Va dans ta chambre ». Et une fois qu'il est sorti, j'ai fondu en larmes. C'était insupportable cette vision. Vous n'avez rien vu avant ? Il n'y avait pas de signes avant-coureurs, par exemple ? En tout cas, je ne les ai pas vus. Il y en avait certainement, mais je ne les ai pas vus. Donc après cette scène d'ivresse, je lui en ai parlé, je lui ai dit de faire attention parce que s'il était pris par l'alcool, il serait obligé d'être abstinent, etc. Et il m'a rassurée en me disant « mais non, c'est accidentel, t'inquiète pas ». Et je pense que tant que les alcoolisations n'étaient pas très très répétées comme elles l'ont été à un moment donné où c'était impossible de se cacher, il s'arrangeait pour que je ne voie rien. C'est assez impressionnant d'entendre le calme de cette voix, de cette mère, alors que sa vie a été un véritable cauchemar, parce qu'après cette première fois, les ivresses de son fils vont se succéder, de plus en plus fortes. Tout au long du livre, elle culpabilise, elle se demande comment aider son fils, par exemple. Est-ce qu'elle va lui donner de l'argent, puisqu'il n'a plus rien mangé depuis plusieurs jours, de peur en même temps qu'il allait après s'acheter des bouteilles avec. On se rend bien compte dans ce livre de la solitude de l'entourage face à la maladie, qui ne sait pas toujours où trouver de l'aide, surtout quand la relation avec le malade devient invivable. Des alcoolisations très massives, énormes, jusqu'à perdre connaissance, forcément. Dès le début, il s'est mis dans des états comme ça. C'était des alcoolisations solitaires, il était seul. Je ne savais pas où me situer, j'étais dans le conflit avec lui. Parce que l'alcool, ça apporte de la destruction, ça apporte de la saleté, ça apporte de la puanteur, ça apporte de l'argent qui disparaît, ça apporte de la manipulation, du mensonge, etc. etc. Je sentais que je perdais pied. Et un jour, j'ai appelé un numéro anonyme et je pense vraiment que c'était les alcooliques anonymes et le discours correspond bien à ça. Et la dame que j'ai eue au bout du fil m'a dit « Vous savez, il ne faut pas le réprimander. Votre fils est malade, il ne fait pas exprès. » Et à partir de ce moment-là, je l'ai absolument accompagné dans une démarche que j'espérais de guérison. Et puis, au bout de plusieurs années, je ne pensais plus du tout à la guérison. Je pensais que forcément, il allait mourir. C'était inéluctable. Il avait perdu absolument toute prise sur la vie. Et puis ensuite, il y a eu les disparitions. Il disparaissait. J'avais plus de nouvelles, c'était de plus en plus souvent. Quand j'avais des nouvelles, c'était parce qu'il était accidenté. C'est ça. L'enjeu, c'est de reconnaître que c'est une personne malade. Il le reconnaissait lui-même, il n'était pas dans le déni, mais après ce coup de fil aux alcooliques anonymes et la prise de conscience justement de la maladie de son fils, Anaïs, elle va tout, mais alors tout faire pour essayer de sortir son fils de l'emprise de l'alcool. Ça va durer 7 ans. 7 ans à s'inquiéter jour et nuit de savoir où il est, dans quel état il est. Elle va même, en cas d'urgence, mettre au point une organisation avec son fils.
très clairement, on avait une organisation. Quand vraiment il n'en pouvait plus, il me demandait de le faire hospitaliser. Et je me souviens que c'est arrivé un jour en pleine journée. J'étais de l'autre côté de Paris, je prenais des cours. Il m'a appelé, il m'a dit « je vais pas bien, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital ». Et ça s'est passé très, très, très souvent. Et ça ne débouchait jamais sur rien. Et c'est devenu carrément invivable. En fait, mon fils pouvait pas être en même temps que ma vie, c'était impossible. Pour que je puisse apprécier quelque chose, être quelque part sans angoisse et sans obstacle, il fallait que je l'oublie. Anne, c'est dur, mais elle parle au passé, parce qu'après 7 ans de plusieurs hospitalisations, de rechutes, des dizaines de spécialistes, des méthodes, elle les a presque toutes essayées, bref, des années sans voir le bout du tunnel, un jour, un médecin propose à son fils un médicament, c'est le baclofène. C'est quoi le baclofène ? Alors, le baclofène, c'est un médicament à l'origine prescrit comme relaxant musculaire, mais qui, chez les personnes alcooliques, aurait des effets secondaires qui réduiraient leur envie de boire. Ce livre, il a été écrit en 2005. Comment il va, Nathalie, aujourd'hui ? J'ai posé la question à sa mère, écoutez sa réponse. Aujourd'hui, il est vivant, il est resocialisé, il travaille. Ce que je retiens, c'est que les parents sont pratiquement les plus mal placés pour intervenir. C'est très difficile parce que l'alcool amène au conflit. Et si un parent est en conflit avec son enfant, le conflit recouvre l'amour qu'il a pour lui. Un jour, je suis rentrée chez moi. Mon fils tenait le livre que j'ai écrit, il s'en souvient plus maintenant, il était beaucoup trop alcoolisé. Il pleurait et il m'a dit « Mais maman, tu m'aimes ». Et c'était absolument incroyable, c'était impensable. Je me disais mais comment est-ce qu'il peut imaginer que je l'aime pas ? C'était énorme ce qu'il me disait. Et oui, l'alcool avait tellement faussé nos rapports, tellement pollué notre vie, que mon fils ignorait que je l'aimais. Cet amour, on le ressent tout le long du livre. Aujourd'hui, Nathanaël, il a 36 ans. Il continue à prendre du baclofène, mais il est sorti pour l'instant de la maladie. D'accord. Mais on se dit que l'histoire de Nathanaël, c'est un cas particulier. Est-ce que l'alcoolisme chez les jeunes, puisqu'il a commencé à boire à 19 ans, est-ce que c'est fréquent ? En tout cas, il grandit. Malheureusement, plusieurs études confirment une consommation fréquente chez les jeunes et de plus en plus précoce. Un tiers des élèves en 3e avouent avoir déjà fait l'expérience de l'ivresse. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui travaille au quotidien avec ces jeunes, c'est le psychiatre addictologue Laurent Carilla, je lui ai demandé si lui aussi, il avait remarqué une augmentation de l'alcool chez les jeunes. Les consommations d'alcool font partie du paysage français et on voit de plus en plus de jeunes avoir des problèmes avec l'alcool. D'abord, c'est un phénomène de ritualisation, c'est un phénomène de groupe avec une espèce de montée crescendo d'envie de défonce. Clairement, plus on commence tôt à consommer des produits, plus il y a des risques de développer une addiction. Quand on devient addict à l'alcool, c'est quand tous les marqueurs sont rouges. Ça veut dire qu'on consomme seul, on consomme en excès, on mélange les produits, on recherche une anesthésie totale, une défonce tout le temps, on consomme pour avoir un effet antidépresseur, pour avoir un effet tranquillisant, et en fait on consomme plus par plaisir, on consomme pour lutter contre une souffrance. Ce sont des signes avant-coureurs que des parents peuvent remarquer, la consommation seule, répétée. Ouais. Il conseille aussi, si un enfant rentre ivre et qu'on le surprend, de ne pas laisser passer la chose, de faire attention à ce qu'elle ne se répète pas, et aussi d'éviter, par exemple, les traditions comme faire boire de l'alcool à un enfant dans un baptême ou au mariage. Oui. Le cerveau n'est pas encore complet, donc il ne faut pas faire ces gestes-là. Alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, dites-nous ce que vous en pensez. C'est vrai que c'était presque une tradition française. Allez, on fait goûter le vin à table. Et puis comme il est dit dans je ne sais plus quel film français des années 30, on dit vous ne buvez pas, mais on a bu pour vous. Et souvent, des enfants arrivent avec une attirance vers l'alcool qui vient d'une longue lignée. Malheureusement, quand il y a des alcooliques dans une famille, il faut s'en inquiéter pour l'avenir des enfants. N'hésitez pas à réagir, en tout cas sur les réseaux sociaux. Merci infiniment, Mathilde Terrier. Ce livre, Nathanaël, est sorti. Il sort mercredi. On mettra les références. Merci beaucoup.